Habituellement, les fêtes de Noël, c'est l'occasion de passer un bon moment en famille et de déguster la volaille, la dinde, tous ensemble. Sauf que dans l'affaire que je vais vous raconter, finalement, le chasseur est devenu la proie et c'est tout de suite nettement moins marrant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lovie et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Christophe Douard, un chasseur décédé le 25 décembre 1995. Christophe est âgé de 28 ans au moment des faits et travaille dans une industrie agroalimentaire vichysoise. Il vit dans l'Allier avec sa femme Maria et est surtout passionné de chasse. Le 16 décembre 1995, il part justement à la chasse, mais aussi à la recherche de sa chienne. En effet, Flora a disparu. Lorsqu'il rentre au domicile du couple vers 17h30, une dispute éclate avec son épouse au sujet d'un sèche-cheveux. Parce qu'alors qu'il prend un bain, son épouse laisse tomber le sèche-cheveux dans la baignoire. Il se prend donc un coup de jus et c'est la raison de la dispute. Très en colère, il va partir de chez lui à 20h30 sans avoir mangé pour aller chez son frère Olivier. Les hommes ont prévu de regarder le match de foot qui passe ce soir-là et il quittera la maison de son frère vers 23h30. Il va indiquer à ce moment-là qu'il est censé partir à la chasse le lendemain. Mais vous vous en doutez, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'il n'est jamais parti à la chasse. Enfin, il faut préciser. Le lendemain, aucun de ses amis chasseurs ne le voit, alors que c'est un rendez-vous qu'il ne manque jamais. Ils vont donc en parler à son épouse. Celle-ci va signaler la disparition le 18 décembre, soit 2 jours après le dernier jour où elle l'a vu. Un peu plus tard, c'est la mère de Christophe qui retrouve son véhicule sur un parking. Il est ouvert, l'autoradio est toujours en état de marche, et surtout, son fusil de chasse est laissé dans la voiture. Quelques jours plus tard à nouveau, Maria va signaler qu'elle retrouve les vêtements de Christophe dans le grenier, là où les vêtements étaient laissés, et va donc faire une lessive. Ça sera d'ailleurs confirmé par des voisins qui verront le linge sécher dans le jardin. Et puis plus curieusement, le véhicule qui avait été retrouvé et garé devant le domicile du couple, eh bien il va disparaître et on va le retrouver quelques jours plus tard carbonisé dans le Puy-de-Dôme. Finalement, c'est le 25 décembre 1995 que 2 chasseurs vont retrouver le corps de Christophe dans un fossé. Mais quand je dis le corps, c'est ce qu'il en reste. L'autopsie qui sera réalisée va révéler une importante hémorragie qui est la cause de la mort. Mais ce qui est surtout le plus flagrant, c'est qu'il manque sa tête. Parce que Christophe a été décapité et qu'on a placé une botte en plastique à la place de sa tête. Je vous le dis d'office, sa tête, on la retrouvera jamais. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il a été décapité après sa mort par un outil soit de boucherie, soit de chasse. L'enquête démarre donc comme ça. Si vous avez bien suivi, si vous êtes un peu bon en calcul, vous aurez remarqué que le corps a été retrouvé 9 jours après sa disparition. Pour les enquêteurs, il n'y a donc aucun temps à perdre, puisque plus on s'éloigne de la mort et plus on risque de perdre des preuves essentielles. L'idée, c'est donc de trouver quand Christophe a été tué et aussi où. C'est des premières questions qui se posent. Parce que les gendarmes qui se rendent sur place, ils constatent très rapidement que le corps a été placé là. Il n'est pas mort sur le lieu où il a été retrouvé, mais on l'a placé volontairement le 25 décembre 1995. Et ça, pour le déterminer, c'est pas bien compliqué. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que la cause de la mort, c'était une hémorragie. Et le corps, finalement, il a été vidé de tout son sang. Sauf que sur place, on ne retrouve rien. L'autre élément qui fait penser que le corps a été déplacé, en tout cas manipulé, ce sont les vêtements. En effet, il est vêtu de ses vêtements de chasse, sauf que lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il portait ses vêtements de ville. Les fameux vêtements qui ont été retrouvés et lavés par Maria. Donc les enquêteurs comprennent rapidement qu'on essaye de les induire en erreur sur le moment de sa mort et son activité, sur ce qu'il faisait à ce moment-là. Je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, il faut toujours s'interroger sur l'entourage de la victime, parce que ce sont les premiers suspects. Et donc ici, l'entourage, c'est Maria, son épouse. Donc naturellement, les gendarmes vont l'interroger sur sa vie privée, sur son alibi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple battait de l'aile, ce n'était pas l'idylle qu'on pourrait croire. Déjà parce que ce couple, finalement, il n'avait aucune envie de se marier. C'est le père de Maria qui a un peu imposé ce mariage lorsqu'elle est tombée enceinte de leur enfant. Donc ils ne sont pas heureux ensemble, ils cohabitent nécessairement. Christophe, lui, est un passionné de chasse, une passion qui est débordante puisqu'il délaisse son couple, son enfant, pour partir à la chasse, à tout moment, et il est surtout décrit par tous comme un alcoolique notoire. C'est un vrai problème dans le couple. Maria avait d'ailleurs voulu divorcer une première fois,
Son époux lui avait promis d'arrêter de boire et donc elle avait abandonné cette idée. Sauf que sa promesse, il ne l'a pas tenue. Et comme beaucoup, malheureusement, il est violent quand il boit et donc il frappe sa femme. Des témoins ont d'ailleurs pu assister à des scènes d'une rare violence. Il aurait cassé une vitre en frappant la tête de sa femme. Et donc les disputes dans ce couple, elles sont quotidiennes. Et Maria, elle va expliquer qu'il lui arrive souvent, donc à son époux Christophe, de partir pendant 1 ou 2 jours pour chasser et qu'il ne prend pas la peine de la tenir informée. Et donc c'est pour cette raison qu'elle ne déclare pas la disparition de son mari tout de suite, qu'elle attend 2 jours, parce que pour elle, c'est une dispute de plus où il est parti se calmer dans son coin. Bon, alors quand je vous explique ça, j'imagine que ça vous semble quand même un peu suspect, parce qu'on a tous ce réflexe de se dire que ça pourrait être elle, sauf que les enquêteurs, ils vont éliminer cette piste. Ils vont l'éliminer parce que quand on regarde Maria, c'est une femme qui est assez frêle, elle pèse même pas 50 kilos, ça semble peu probable qu'elle ait tué son mari, et surtout dans des conditions pareilles, puisque, je vous rappelle, son époux, il a plus de tête. Ajoutez à ça le fait que l'enfant du couple était présent, qu'elle n'est pas véhiculée, donc elle n'aurait pas pu déplacer le corps, ça fait beaucoup d'éléments qui laissent penser que ce n'est pas elle. En plus, la maison est impeccable, voilà, il n'y a rien qui permet de penser qu'elle est passée à l'acte. Et donc, ils vont partir sur une autre piste, qui est celle du règlement de compte entre chasseurs. Finalement, si ce n'est pas une affaire de famille, ça pourrait très bien être une affaire de chasseurs. Déjà parce que dans ce milieu-là, dans l'Allier, les chasseurs sont très puissants, il y a des vraies organisations de chasseurs qui se font un peu la guerre entre eux. Il y a des vraies rivalités, les témoins, les proches, les voisins qui ont été interrogés y ont pensé naturellement, ils ont pensé que c'était une question de chasseurs qui règlent leur compte de façon plus ou moins violente. Et je vous l'ai dit, la passion de Christophe, c'est la chasse. Mais quand je vous dis passion, c'est pas la petite passion qu'on pourrait avoir pour le dessin ou le tricot, c'est débordant pour Christophe, c'est débordant à un point qu'il y passe tout son temps. Quand il ne travaille pas, il est à la chasse. Il lui arrive donc de partir pendant des jours. Sauf que la chasse, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est quand même réglementé en France. Et Christophe se permet de se rendre sur des domaines qui sont privés, il n'a pas le droit d'y aller, mais il y va quand même, et il ne respecte pas les quotas. Un des chasseurs qui a été interrogé expliquera que lui, quand il voit 8 faisans, il tire 8 faisans, peu importe combien il a le droit d'en chasser réellement. Donc avec un comportement pareil, vous vous en doutez, il s'attire des ennemis dans ce milieu qui est très fermé, mais qui se connaît, et il va y avoir des petites rivalités et des petits règlements de compte. Et on a un homme qui fait parler de lui notamment, c'est Dominique. Dominique, il va être interrogé parce qu'il est en rivalité assez affichée avec Christophe, et d'ailleurs, il est soupçonné de lui avoir volé la chienne. Si vous vous en rappelez, si vous suivez un peu, je vous ai dit que le jour de la disparition de Christophe, il était parti chercher sa chienne. Et bien en fait, ça serait Dominique. Il aurait d'ailleurs volé 3 des chiens et n'en aurait rendu que 2. Donc finalement, s'il est capable de voler les chiens pour donner une leçon, et peut-être qu'il l'a tué. Peut-être que Christophe s'est rendu chez lui le soir pour s'expliquer et que la situation a mal tourné entre les deux hommes. C'est une possibilité en tout cas qui est envisagée par les enquêteurs. Et d'ailleurs, Dominique, il a reconnu en garde à vue avoir volé cette chienne. Il se rétractera finalement, mais en tout cas, ça le rend d'autant plus suspect. Et comme je vous l'ai dit, la tête, elle a jamais été retrouvée, donc potentiellement, ça aurait pu être un règlement de compte avec une balle tirée, et on aurait pu faire disparaître la tête pour faire disparaître les preuves et brouiller les pistes. Donc Dominique est placé en garde à vue une première fois, mais en mars 2000, il y a un non-lieu qui est prononcé parce qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour le poursuivre. En 2002, il y a ses sœurs qui finissent par l'accuser, et donc on va de nouveau l'entendre en garde à vue, mais de nouveau en 2007, il y aura un non-lieu. Et vous commencez à le sentir venir, ça commence à piétiner, on commence à manquer un petit peu de pistes. Pendant des années, il ne se passe pas grand-chose. En 2017, le frère de Christophe, Olivier, va tenter de relancer l'affaire en donnant de nouvelles pistes, de nouveaux éléments, mais cela n'aboutit pas. Pour autant, la justice n'abandonne pas, et il y a une cellule qui va se constituer, un petit peu dans le secret finalement, ils vont être très discrets sur leur activité, une cellule de 16 professionnels, sous l'impulsion d'un procureur de la République, Éric Neveu, qui sera nommé en 2018, mais qui va surtout reprendre cette affaire en 2020, et cette cellule plurielle
pluridisciplinaire, elle va décider de reprendre le dossier à zéro. Et donc ils vont réaliser un travail de titan, ils vont reprendre chaque piste, chaque pièce, chaque élément pour essayer de trouver de nouvelles idées, de nouveaux coupables, de nouveaux suspects, en tout cas à interroger. Et ça va payer, puisque le 17 novembre 2021, ils ont suffisamment d'éléments pour que 2 juges d'instruction reprennent l'affaire. Le 15 avril 2022, les juges vont ordonner l'exhumation du corps de Christophe pour faire de nouveaux prélèvements ADN et faire surtout des comparaisons avec les pièces qui étaient déjà dans le dossier. Et la coup de théâtre, le 28 juin 2022, c'est Maria qui sera placée en garde à vue. Elle sera entendue et elle sera finalement mise en examen par les juges d'instruction. Elle sera placée en détention provisoire quelques temps, puis sous contrôle judiciaire. Vous ne rêvez pas, je vous avais expliqué que Maria, elle n'avait pas été inquiétée pendant des années et elle se retrouve finalement la suspecte numéro 1 et placée en garde à vue. Le procureur de la République de Cusset, qui est en charge de ce dossier, va indiquer, à l'aune de l'ensemble des investigations, de ses déclarations initiales, très souvent incohérentes et versatiles depuis décembre 1995, à l'aune des éléments probants trouvés à son domicile, et de son positionnement durant l'enquête, la veuve de Christophe Douard a été placée en garde à vue ce mardi 28 juin. Alors pourquoi cette garde à vue et pourquoi cette mise en examen ? Pour un tout petit élément finalement, lors de l'exhumation du corps de Christophe, on a retrouvé dans sa botte gauche de l'ADN. Et dans cet ADN, on a l'ADN de Maria. Et comme je vous l'ai dit, on sait que la victime, elle a été changée par le coupable après le meurtre. Ça rejoint d'ailleurs ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente, sur les erreurs que font les criminels débutants. Dans le cas de Christophe, on a oublié de lui mettre le legging qu'il portait sous son pantalon de chasse. Et puis on s'est aussi trompé de chaussettes, puisqu'il portait ses chaussettes de ville et non ses chaussettes de chasse. Cette phrase est horrible à dire. Donc Maria est interrogée lorsqu'elle est en garde à vue et on va reprendre sa version depuis le début. Et ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a quand même un grand nombre d'incohérences dans son discours et dans son comportement. Quand on y réfléchit, on a un premier événement qui est un peu particulier, je sais pas si vous l'avez relevé, c'est cette histoire de sèche-cheveux. Alors oui, ça pourrait faire rire, on pense à Claude François, mais finalement, ça pourrait aussi être un moyen pour Maria de tenter de griller son époux et de faire passer ça pour un accident. En tout cas, ça n'a pas marché. Ensuite, on a la disparition de son mari qui est déclarée 2 jours plus tard, mais là-dessus aussi elle s'est expliquée et sa version elle semble cohérente. Sauf que les proches qui vont un petit peu l'observer quelques jours après la disparition, ils vont relever que son comportement il est un peu étrange, qu'il a changé. On dirait que Maria est un peu absente, un petit peu désinvestie et surtout elle semble peu naturelle. Certains vont dire qu'ils ont l'impression qu'elle fait semblant, en tout cas qu'elle se force à pleurer devant eux, ce qui les dérange. Pour les vêtements qui sont retrouvés, qu'elle a expliqué avoir lavés, on va faire des prélèvements et on va se rendre compte que dans les fibres, il y a énormément de sang. Ce qui veut dire qu'ils étaient imbibés, qu'ils étaient gorgés lorsqu'ils ont été retrouvés. Alors soit Maria fait sa lessive les yeux fermés, soit elle a vu qu'ils étaient gorgés de sang et elle ne l'a pas dit. Et j'ai du mal à comprendre quel serait son intérêt à ne pas le dire, sauf si elle ne voulait pas qu'on sache qu'ils étaient gorgés de sang. Ça commence à faire beaucoup d'éléments contre elle, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que les enquêteurs vont également analyser la facture d'eau du couple et se rendre compte que pour le mois de décembre 95, elle est très très élevée. Anormalement élevée comme quand on nettoie une scène de crime, par exemple. Ça ne vous suffit toujours pas ? Eh bien, Maria a loué une shampooineuse quelques jours après la disparition de son mari. Alors ça fait beaucoup d'éléments à charge contre Maria, et les enquêteurs, lorsqu'ils l'auditionnent en garde à vue et après le juge d'instruction, eh bien ils relèvent qu'elle semble vraiment peu investie. Déjà, elle minimise les violences, les problèmes que le couple avait, elle nie son implication dans le meurtre, mais surtout, on relève qu'elle a vraiment pris ses distances. Alors elle s'est éloignée de la région, de l'Allier, elle s'est éloignée de sa belle famille, mais surtout, on remarque qu'elle ne prend pas de nouvelles de cette affaire. Dans les affaires criminelles de ce type, on a toujours la famille qui harcèle les enquêteurs, les juges d'instruction pour avoir du nouveau, pour savoir où ça en est, voilà. Ce qui est normal. Mais ce n'est pas le cas de Maria. Au contraire, elle ne prend jamais de nouvelles et elle en veut presque à Olivier, le frère de Christophe, qui lui prend beaucoup de nouvelles. Et donc dans ces conditions, comme il y a des éléments graves ou concordants qui laissent présumer son implication, sa participation, c'est les critères de l'article du code de procédure pénale que je vous mets à l'écran, eh bien le juge d'instruction peut la mettre en examen et elle encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Je vous le précise, on dit réclusion pour les crimes et on dit emprisonnement pour les délits.
Alors aujourd'hui, eh bien cette affaire, elle n'est toujours pas jugée. Maria, elle a été placée en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire, donc elle a des obligations à respecter, elle doit se présenter aux convocations du magistrat, mais on n'a toujours pas de jugement, ni même de renvoi devant la cour d'assises, à ma connaissance en tout cas. Et donc pour le juge d'instruction, elle pourrait avoir un double mobile. Le premier, ça serait les violences conjugales, parce que je vous l'ai dit, la situation n'était pas toute rose pour Maria, elle était victime des violences de son époux lorsqu'il avait bu, et donc elle aurait pu, à la façon un petit peu de Jacqueline Sauvage, eh bien passer à l'acte pour se venger, ne supportant plus les violences de son époux. Le deuxième mobile qui serait possible, et qui pourrait d'ailleurs se mêler au premier, ça serait que son fils, leur fils, ait été aussi à minima témoin, voire victime des violences du père, et qu'elle aurait voulu tuer pour protéger son enfant. Mais une des questions qui reste en suspens, c'est est-ce que Maria, elle aurait pu passer à l'acte toute seule? Parce que, je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'elle n'a pas été suspectée au début, en tout cas que ça a vite été écarté, c'est parce qu'elle a un tout petit gabarit, 50 kilos, et qu'on s'était dit qu'elle était trop fragile pour passer à l'acte. Sauf qu'il y a quand même des éléments qui sont troublants. Déjà, il y a le fait qu'elle est titulaire d'un CAP charcuterie. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles on a retrouvé le corps? Je crois pas que j'ai besoin. Si pour des gens lambda, ça semble assez improbable qu'on aille découper une tête, bah pour Maria, ça pourrait être possible. Son mari, il était pas très grand en termes de gabarit, il faisait 60 kilos, et 60 kilos moins la tête et moins le sang, parce que ça pèse très lourd, bah finalement ça rend cohérent le fait qu'elle soit passée à l'acte toute seule. Mais l'instruction, elle va quand même pencher pour un complice qui l'aurait aidé soit à passer à l'acte, soit à minima à déplacer le corps. Il y a aussi cette histoire de voiture qui a disparu et qui a été carbonisée. J'imagine mal Maria le faire alors qu'elle était quand même observée par tous ses voisins, ça se serait vu si elle était partie pour la brûler. Et surtout, on a un autre ADN qui a été retrouvé dans la botte, qui était mélangé à celui de Maria et qui est cette fois-ci masculin. On aurait donc pu avoir un autre homme qui est intervenu dans ce crime. Et donc pour cette raison, on a une autre exhumation qui a été ordonnée par le juge d'instruction. On a fini par découvrir qu'il s'agissait d'un potentiel amant de Maria. On a comparé l'ADN. A priori, des recherches que j'ai faites, ça n'a rien donné. Et donc c'est pour ça qu'une instruction, eh bien ça prend du temps. Déjà parce que quand on a un suspect, il faut qu'il avoue ou pas d'ailleurs. Et il faut surtout après recouper les informations, les indices, essayer de trouver d'autres personnes, faire d'autres interpellations. Enfin, vous l'avez compris, ça se règle pas en un claquement de doigts. À ce jour, Maria, elle continue de nier son implication et elle privilégie avec son avocat la thèse du règlement de compte entre chasseurs. Ce qui est important de souligner selon moi dans cette affaire, c'est la détermination du procureur dont je vous ai parlé, parce qu'il s'est mobilisé avec la cellule qu'il a constituée pour reprendre le dossier totalement, de A à Z, tout reprendre, et c'est grâce à ce travail qu'on a une avancée qui est quand même significative, même si l'affaire n'est pas réglée, Maria continue de nier, on a quand même un travail d'un procureur qui est plus qu'admirable. Mon avis dans tout ça, pas si ça vous intéresse, mais en tout cas je vous le donne. Pour moi, je pense que Maria est impliquée. Ça me semble quand même faire gros, ça fait beaucoup de coïncidences pour qu'elle ne soit pas impliquée. Pour moi, elle est passée à l'acte. Est-ce qu'elle l'a seulement tué? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle y est, encore une fois selon moi, liée. Je pense aussi qu'il y a un complice. Pas forcément pour le meurtre en tant que tel, mais au moins pour déplacer le corps. Je pense vraiment qu'elle aurait pas pu faire ça toute seule. Ça aurait été vraiment compliqué, sachant qu'elle était quand même observée et que la disparition, elle a été aussi observée par d'autres personnes. Si encore personne ne s'était rendu compte que Christophe n'était pas là, pourquoi pas? Elle aurait pu être libre de ses mouvements. Mais comme elle était observée, je pense qu'elle a eu l'aide de quelqu'un. Et là-dessus, eh bien, la thèse du règlement de compte entre chasseurs, eh bien, elle pourrait aussi être cohérente. On pourrait très bien avoir un ennemi de Christophe qui soit intervenu, alors un amant de Maria ou pas. J'y crois pas trop à la thèse de l'amant parce que ça semble compliqué quand même. Je pense qu'on aurait trouvé des éléments, en tout cas pour cette piste. J'ai pas le dossier, donc je peux pas vous dire avec précision si c'est cohérent ou pas. Selon moi, ça semble un peu improbable et je pense qu'on en aurait entendu plus parler. Mais un chasseur mécontent qui ait aidé Maria à faire disparaître le corps, pourquoi pas? Ça me semble pas du tout incohérent, ça me semble même être l'idée que moi je me fais en tout cas de ce dossier. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur cette affaire. Est-ce que vous pensez que c'est Maria? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, je serais curieuse de lire vos avis. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, on change encore de département, vous allez voyager avec moi. À bientôt!